Léa Dubois n'a jamais cru au destin, jamais cru aux vies antérieures, aux âmes sœurs, à ces connexions qui transcendent le temps. Pour elle, née dans une famille modeste, élevée dans les rues dures d'une ville impitoyable, ces histoires étaient des fantaisies de gens riches qui avaient trop de temps à perdre. Sa vie était concrète, travailler, survivre, payer les factures, rien de plus, jusqu'au jour où elle vit Théo Lambert pour la première fois. Ce fut comme si le monde s'arrêtait, comme si l'air devenait plus dense, comme si chaque cellule de son corps reconnaissait ce petit garçon de 6 ans, avant même que son cerveau ne traite l'image. Son cœur s'accéléra, ses mains tremblèrent, et une voix, ancestrale et profonde, murmura en elle « Enfin, je t'ai retrouvé ». Une connexion impossible, un instinct de protection qui allait au-delà de toute logique, au-delà de toute explication rationnelle, comme si son âme savait quelque chose, qui s'était passé il y a 275 ans, comme si elle avait attendu ce moment pendant des vies entières. Antoine Lambert ne voulait pas de nounou, pas après avoir perdu sa femme il y a 3 ans, pas après avoir juré que personne d'autre ne toucherait à son fils, mais Théo s'éloignait de lui, perdu dans le silence, et l'homme d'affaires de 38 ans devait admettre qu'il ne pouvait pas y arriver seul. Alors, ce matin de septembre, il interviewa 12 candidates, et quand Léa entra dans la pièce, quelque chose d'impossible se produisit. Elle avait 28 ans, des vêtements trop simples pour ce château, un curriculum vitae modeste, des références basiques. Rien qui justifiât l'impression de déjà-vu, qui frappa Antoine comme un coup de poing dans la poitrine. Il la vit, et pendant une seconde, seulement une seconde, il imagina qu'il connaissait déjà ce visage, ses yeux marrons, cette voix douce. Si vous avez déjà rencontré quelqu'un et senti que vous devez protéger cette personne sans savoir pourquoi, vous allez comprendre ce qui s'est passé ensuite. Théo descendit l'escalier en courant. Le petit garçon de 6 ans qui ne parlait pas aux étrangers depuis des mois, qui se cachait derrière son père pendant les entretiens, descendit en courant et s'arrêta devant Léa. Il la regarda comme s'il reconnaissait quelque chose. Et alors, au choc absolu d'Antoine, il lui tendit la main. Quand les doigts de Théo touchèrent la paume de Léa, elle sentit un frisson qui lui parcourut l'échine, une certitude inexplicable. Ce garçon était en danger. Elle ne savait pas comment, elle ne savait pas quand, mais elle savait, avec chaque fibre de son être, qu'elle devait le protéger. Théo murmura quelque chose de si bas qu'Antoine entendit à peine depuis la porte. 4 mots qui n'avaient aucun sens. « Tu es venu me chercher ». Léa n'avait jamais vu ce garçon auparavant. Elle n'avait jamais dit qu'elle viendrait le chercher. Mais ses yeux s'embuèrent de larmes et elle serra sa main, comme si elle avait attendu des années ce moment, comme si elle avait enfin trouvé quelque chose qu'elle cherchait sans le savoir. Antoine l'embaucha sur le champ, pas parce que c'était logique, mais parce que, pour la première fois en 3 ans, son fils sourit, cette nuit-là. Antoine rêva. Ce n'était pas la première fois. Depuis des mois, les cauchemars revenaient. Toujours la même scène, une femme se jetant devant un enfant, un coup de feu, du sang, et Antoine criant un nom qu'il ne parvenait pas à se rappeler au réveil. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il vit le visage de la femme. C'était Léa. Il se réveilla à 3 heures du matin, couvert de sueur froide. Cela n'avait aucun sens. Elle venait d'entrer dans sa vie. Comment pouvait-elle être dans des rêves qu'il faisait depuis des mois? Son esprit chercha des explications rationnelles, coïncidences, projections, stress, mais au fond, quelque part au plus profond de son âme, Antoine savait. Il avait déjà vu cette scène auparavant. Et ce n'était pas dans un rêve. Léa commença le lendemain, et dès la première minute, ce fut comme si elle avait toujours été là. Elle savait exactement comment Théo aimait son petit déjeuner. Elle savait qu'il avait peur du tonnerre avant même le premier orage. Elle savait chanter la berceuse qui calmait le garçon. Une mélodie ancienne qu'Antoine n'avait jamais enseignée à personne, parce que même lui, il ne savait pas d'où elle venait. Le 3e jour, se produisit le premier signe. Théo jouait en haut de l'escalier. Léa était dans la cuisine, à 3 pièces de là. Il était impossible qu'elle voie. Il était impossible qu'elle sache.
Mais soudain, elle laissa tout tomber et courut. Courut avec une vitesse inouïe, avec une certitude absolue, et arriva exactement au moment où Théo trébucha. Elle rattrapa le garçon en plein vol. Réflexe parfait. Timing impossible. Comme si elle savait que ça allait arriver avant que ça n'arrive. Antoine assista à toute la scène depuis son bureau, grâce à la caméra de sécurité. Il visionna la vidéo 5 fois. Il n'y avait aucune explication. Léa n'aurait pas pu voir. Elle n'aurait pas pu entendre. Mais elle savait. Et plus que cela. L'expression sur son visage n'était pas de la surprise, elle était de la reconnaissance. Comme si elle avait déjà fait ça auparavant. Cette nuit-là, Léa rêva aussi. Elle vit un endroit qu'elle n'avait jamais visité. Un château ancien, une architecture d'il y a des siècles, des rideaux lourds, des bougies au lieu de l'électricité. Il y avait un enfant, un garçon qui ressemblait à Théo. Et il y avait des cris, des hommes qui envahissaient les lieux. Et elle, portant une robe d'époque, se jetant devant le garçon. Tandis que quelqu'un criait son nom, pas Léa, un autre nom, Catherine. Elle se réveilla en pleurant, sans comprendre pourquoi. Si cette connexion vous touche, si vous sentez que certaines choses ne peuvent pas être de simples coïncidences, faites un don pour que plus de personnes voient cette histoire. À la fin de la première semaine, Antoine remarqua quelque chose de troublant. Léa avait une cicatrice, petite, presque imperceptible, sur l'épaule gauche. Une marque circulaire, comme une ancienne brûlure. Il ne l'avait remarqué que lorsqu'elle avait attrapé quelque chose sur l'étagère haute et que son chemisier avait glissé de quelques centimètres. Cette marque, il l'avait déjà vue auparavant. Mais pas sur Léa, sur un portrait ancien qui était rangé dans le grenier du château. Un portrait de famille de 1750 qui appartenait à l'arrière-grand-père de l'arrière-grand-père d'Antoine. Sur ce portrait, il y avait un soldat, et sur son épaule gauche, exactement au même endroit, il y avait une tache sombre que le restaurateur avait identifiée comme une blessure par balle. Antoine sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce n'était pas possible. Ça ne pouvait pas être. Mais la marque était identique. Exactement au même endroit. Même forme. Même taille. Il avait besoin de savoir. Il avait besoin de comprendre. Alors il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il engagea un détective privé. Il lui demanda de découvrir tout sur Léa Dubois. Tout. Passé, famille, le moindre détail qui pourrait expliquer cette connexion impossible. En attendant, Antoine observait. Et plus il observait, plus les impossibilités s'accumulaient. Léa savait exactement où se trouvaient les choses dans le château, même sans y être jamais allée auparavant. Elle connaissait le nom du chien de compagnie qui était mort il y a 5 ans, bien qu'Antoine ne l'ait jamais mentionné. Et une fois, lorsque Théo lui demanda des informations sur sa mère, Léa décrivit la femme avec des détails précis. Avant qu'Antoine ne montre la moindre photo, comment savait-elle? Comment était-ce possible? La 2e semaine, les menaces ont commencé. Antoine n'a rien dit à Léa. Il ne voulait pas l'effrayer. Mais un ancien associé, un homme appelé Rodrigue Salazar, qui avait été emprisonné pour fraude dans les entreprises d'Antoine, avait été libéré. Et d'après les rapports de sécurité, il posait des questions. Des questions sur la routine d'Antoine. Des questions sur Théo. Antoine a redoublé de sécurité. Des gardes du corps discrets accompagnaient Théo au parc. Des caméras ont été installées à chaque coin. Il ne voulait prendre aucun risque. Il ne voulait pas perdre son fils, comme il avait perdu sa femme. Mais il n'avait pas prévu une chose. Léa a senti. Elle ne savait pas l'expliquer. Il n'y avait pas de logique. Mais chaque fois qu'elle sortait avec Théo, elle sentait des regards l'observer. Chaque fois qu'elle arrivait au parc, son corps entier était en alerte, comme si elle attendait une attaque, comme si elle savait que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Le 10e jour, Léa s'est réveillée à 4 heures du matin, le cœur battant. Elle avait refait le rêve. Mais cette fois, c'était plus clair. Elle a tout vu. 1750. Le château Beaumont. Les révolutionnaires envahissants. Le soldat Jacques.
essayant de défendre la famille, et Lady Catherine, assistant à la mort de l'homme qu'elle aimait, en protégeant son fils. Elle a vu la promesse. Dans chaque vie, je te reconnaîtrai. Et quand tu ne pourras plus me protéger, ce sera moi qui te protégerai. Elle s'est levée, tremblante. Elle a pris le téléphone, a failli appeler Antoine. Mais que dirait-elle? Qu'elle faisait des rêves sur des vies antérieures? Qu'elle pensait être la réincarnation d'une noble Française de 1750? Il allait penser qu'elle était folle. Il allait la renvoyer. Et l'idée de s'éloigner de Théo était physiquement douloureuse, comme arracher un morceau d'elle-même. Alors elle était restée silencieuse. Mais elle s'est préparée. Quelque chose arrivait. Elle le savait. De l'autre côté du château, Antoine s'est également réveillé à 4 heures du matin. Même heure, même cauchemar. Mais cette fois, il s'est souvenu du nom qu'il criait, Jacques. Et quand il s'est réveillé, sans comprendre pourquoi, il savait que ce nom était lié à Léa d'une manière ou d'une autre. Que ce cauchemar n'était pas seulement un rêve, c'était un souvenir. Il est descendu au bureau, a allumé l'ordinateur, et pour la première fois de sa vie, Antoine Lambert, homme d'affaires rationnel, homme d'affaires logique, a tapé quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Réincarnation, vies antérieures, âmes sœurs séparées par le temps. Ce qu'il a trouvé l'a empêché de dormir pour le reste de la nuit. Des cas documentés, des personnes qui se souvenaient de vies antérieures avec des détails vérifiables, des marques de naissance correspondant à des blessures mortelles de vies passées, des connexions inexplicables entre des inconnus qui se révélaient ensuite avoir vécu ensemble des siècles auparavant. Ce n'était pas de la folie, c'était étudié, documenté, réel. Quand le soleil s'est levé, Antoine avait une certitude terrifiante. Léa n'était pas seulement la nounou de son fils. Elle était quelqu'un qu'il connaissait depuis longtemps, quelqu'un qu'il avait perdu. Et si les rêves étaient justes, quelqu'un qui allait mourir en protégeant Théo. Il n'allait pas laisser cela se produire. Pas cette fois. Le 11e jour. Théo a touché la main de Léa pendant le petit déjeuner et a posé une question. Qui a arrêté le temps? Pourquoi es-tu triste? Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Cette fois, ce sera différent. Léa s'est figée. Comment ce garçon de 6 ans savait-il qu'elle avait peur? Comment savait-il qu'il y avait eu une autre fois? À moins que. Antoine a entendu depuis la porte et a réalisé quelque chose qui l'a fait trembler. Théo savait aussi. L'enfant se souvenait aussi. Peut-être pas consciemment. Peut-être seulement comme un sentiment. Mais d'une manière ou d'une autre, son fils reconnaissait Léa, de la même manière qu'Antoine la reconnaissait, comme quelqu'un qui avait toujours été là, comme une famille d'âmes. Cet après-midi-là, l'enveloppe est arrivée. Le détective privé avait terminé le travail. Antoine l'a ouverte, les mains tremblantes. Il espérait trouver. Il ne savait pas quoi. Des preuves de fraude, un passé obscur, quelque chose qui explique cette femme mystérieuse. Mais ce qu'il a trouvé était pire, ou mieux, ou impossible. Le détective était allé plus loin. Il avait fait des recherches sur la famille de Léa et a découvert que son arrière-grand-mère, 5 générations en arrière, avait émigré de France en 1751. Et le nom de jeune fille? Beaumont, Catherine Beaumont. Avec une note sur le registre d'immigration, seule survivante de l'attaque du château Beaumont en 1750. Antoine a lu 3 fois. 4, 5. Catherine Beaumont, le nom du rêve de Léa, la femme du portrait ancien, qu'il avait dans le grenier. Elle n'était pas morte dans cette attaque. Elle avait survécu. Elle avait fui vers le nouveau monde. Et maintenant, 275 ans plus tard, une descendante d'elle était là, chez lui, protégeant son fils. Comme si le cycle se refermait, comme si l'histoire se répétait. Mais cette fois, avec les rôles inversés, il a pris le téléphone. Il avait besoin de le dire à Léa. Il avait besoin de montrer ce qu'il avait découvert. Mais avant qu'il ne puisse composer le numéro, l'alarme de sécurité a sonné. Caméra du parc, mouvement non autorisé, 2 hommes s'approchant de Théo. Et Antoine a vu, en temps réel, à travers l'écran du téléphone,
La scène qu'il avait vue dans ses cauchemars pendant des mois. Léa regardant les hommes, reconnaissant le danger, et courant comme si sa vie, comme si toutes ses vies, avaient mené jusqu'à ce moment. Courant pour protéger un enfant qu'elle connaissait à peine, mais que son âme reconnaissait depuis des siècles. Qu'auriez-vous fait si votre âme savait que vous êtes né pour protéger quelqu'un? Le croiriez-vous? Dites-nous dans les commentaires ce que vous feriez. Antoine a couru hors du château, criant à la sécurité, criant le nom de Léa, criant le nom de Théo. Mais il savait qu'il arriverait trop tard. Il savait parce qu'il avait déjà vu cette scène se terminer, dans le rêve, dans la vision, dans le souvenir d'une vie que son esprit n'avait pas oubliée, mais son âme jamais oubliée, et en courant. Une seule certitude terrifiante. Cette fois, il n'allait pas la laisser mourir pour lui, pas une autre fois. Mais ce qu'Antoine a vu quand il est arrivé au parc n'était pas ce qu'il attendait. Les deux hommes étaient au sol. Théo était en sécurité dans les bras de Léa, et elle était debout, tremblante, mais vivante. Les gardes du corps étaient arrivés à temps. Ils avaient été maîtriser les agresseurs avant que quoi que ce soit n'arrive. Le plan d'enlèvement avait échoué. Antoine est tombé à genoux. Le soulagement était si intense qu'il n'a pas réussi à rester debout. Théo allait bien, Léa allait bien. Cette fois, personne n'était mort. Mais quand il a regardé le visage de Léa, il a vu quelque chose qui l'a fait se figer. Elle n'était pas soulagée, elle était terrifiée, comme si elle savait que cela n'était pas terminé, comme si elle savait que ce n'était que le commencement. Cette nuit-là, Antoine a finalement dit la vérité. Il a montré le rapport du détective. Il a montré le portrait de 1750. Il a montré la recherche sur la réincarnation et a attendu. Il a attendu que Léa rie, qu'elle dise qu'il était fou, qu'elle prenne ses affaires et s'en aille. Mais Léa n'a pas ri, n'a pas nié. Elle a regardé les documents avec des larmes aux yeux et a murmuré 4 mots qui ont tout changé. Je l'ai toujours su. Elle raconta ses rêves, l'impression de déjà connaître cet endroit, la certaine conviction qu'elle devait protéger Théo, la promesse qui résonnait dans sa tête chaque nuit. Dans chaque vie, je te reconnaîtrai, et quand tu ne pourras plus me protéger, ce sera moi qui te protégerai. Antoine écouta tout en silence, et quand elle eut terminé, il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait depuis la mort de sa femme. Il pleura. Il pleura parce qu'il comprenait enfin. Il pleura parce qu'il n'était pas fou. Il pleura parce que la femme qu'il avait perdue il y a 275 ans était là, devant lui, vivante, réelle, se souvenant. Mais alors, il se souvint de l'autre partie, la partie terrible, dans le rêve, dans la vision, dans le souvenir. Léa mourait en protégeant l'enfant. Et si cela n'était pas encore arrivé? Et si la tentative d'enlèvement n'avait été que le premier acte? Et si le destin allait se répéter? Il prit ses mains dans les siennes, la regarda dans les yeux, et fit un jurement. Je ne te laisserai pas mourir, pas cette fois. Je changerai le destin. Je te protégerai comme tu m'as protégé. Léa essaya de sourire, mais ils savaient tous les deux. Certaines choses étaient hors de leur contrôle. Certaines choses étaient plus grandes que la volonté. C'était le destin. C'était le karma. C'étaient des promesses d'âme qui devaient être tenues. Dans les jours qui suivirent, la tension grandit. Rodrigo Salazar fut interrogé par la police. Il nia tout. Il dit que les hommes du parc n'étaient que des connaissances qui avaient agi de leur propre chef. Il n'y avait pas assez de preuves pour l'arrêter à nouveau. Il fut libéré. Et 2 jours plus tard, disparu. Il n'était pas dans son appartement. Il n'était dans aucun de ses lieux habituels. C'était comme s'il s'était évaporé. Antoine savait ce que cela signifiait. Salazar était en train de planifier, d'attendre, de préparer quelque chose de plus grand. Et cette fois, il n'échouerait pas. La sécurité fut triplée. Théo ne sortit plus du château. Léa resta à ses côtés 24 heures sur 24. Mais tous sentaient. Quelque chose approchait. Et rien de ce qu'il ferait ne pourrait l'empêcher. Le 15e jour, Léa monta au grenier. Elle ne savait pas pourquoi. C'était comme si quelque chose l'appelait.
Antoine avait mentionné le portrait de 1750, mais ne l'avait jamais montré. Elle avait besoin de le voir. Elle avait besoin de confirmer. Et là, il était là, caché entre des meubles anciens et des caisses poussiéreuses. Un portrait de famille, un château français, une femme élégante en robe d'époque, un petit enfant sur ses genoux. Et derrière, presque caché dans l'ombre, un soldat en uniforme, protecteur, gardien. Léa regarda le visage du soldat et vit Antoine. Pas ressemblant, c'était lui. Les mêmes yeux, la même expression, comme si le peintre avait capturé non seulement l'apparence, mais l'essence, l'âme. Elle toucha le tableau avec des doigts les tremblants, et puis elle vit, à côté du portrait, dans une boîte en bois ancienne, il y avait quelque chose enroulé dans du tissu. Elle l'ouvrit lentement, et quand elle vit ce que c'était, l'air quitta ses poumons. Une médaille militaire, bronze ancien, gravure usée par le temps. Mais encore lisible, Jacques Mercier, gardien de la famille Beaumont, 1750, et au verso, écrit à la main en français ancien, mort comme il a vécu, protégeant ceux qu'il aimait. Léa serra la médaille et s'effondra. Ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas de l'imagination, c'était réel. Tout était réel. Jacques avait existé. Il avait servi la famille Beaumont. Il était mort en protégeant Catherine et son fils. Et maintenant, 275 ans plus tard, ils étaient à nouveau là. Mais cette fois, les rôles étaient inversés. Cette fois, c'était elle qui allait protéger. C'était elle qui allait donner sa vie si nécessaire. Quand Antoine trouva Léa dans le grenier, elle était assise par terre, tenant la médaille, pleurant. Il s'assit à côté d'elle, ne dit rien, se contenta de prendre sa main. Et ensemble, pour la première fois, ils n'essayèrent pas de nier, ils n'essayèrent pas de rationaliser, se contentèrent d'accepter. Âmes sœurs, séparées par la mort, réunies par le destin, liées par une promesse qui a traversé les siècles. Mais l'acceptation ne changeait pas les faits. Quelqu'un voulait faire du mal à Théo. Et tant que Salazar serait libre, le danger était réel. Antoine engagea plus de gardes du corps, installa des alarmes à chaque porte et fenêtre, transforma le château en une forteresse. Mais tous les deux savaient, si le destin voulait se répéter, aucune sécurité ne suffirait. La 3e semaine, il se passa quelque chose que personne n'attendait. Théo commença à parler de Jacques. Pas comme s'il s'agissait de quelqu'un dont il avait entendu parler, mais comme s'il le connaissait, comme s'il se souvenait. Il raconta à Léa que Jacques était courageux, qu'il avait les cheveux noirs et une cicatrice sur le visage, qu'il jouait du violon et qu'il sentait toujours la poudre et le cuir. Antoine vérifia le portrait. La cicatrice était là, petite, presque invisible. Mais elle était là. Aucun document ne mentionnait que Jacques jouait du violon. Mais quand Antoine consulta les archives de la famille Beaumont, il trouva une note de bas de page dans une lettre de 1749. Lady Catherine mentionnait que le nouveau gardien avait un talent musical et jouait parfois pour endormir l'enfant. Comment Théo savait-il cela? Il avait 6 ans. Il n'avait jamais vu ces documents. Il n'était jamais allé au grenier. Mais il savait. Parce qu'une partie de lui, une partie profonde et ancienne de son âme, se souvenait de Jacques, se souvenait de quand cet homme le protégeait, se souvenait de quand il avait été cet enfant en 1750. Et c'est alors que Léa comprit la vérité complète. Ce n'était pas seulement elle et Antoine qui s'étaient retrouvés. Théo était là aussi. Théo faisait aussi partie de cette histoire. Il était l'enfant que Jacques était mort en protégeant. Et maintenant, dans cette vie, il était le fils de l'homme que Jacques avait été. Il était l'enfant que Léa, qui un jour fut Catherine, jura de protéger coûte que coûte. Le cercle était complet. 3 âmes, réunies à nouveau, avec la même dynamique, le même danger, le même choix impossible. Antoine vit la compréhension dans les yeux de Léa, et vit aussi la détermination. Elle n'allait pas fuir, elle n'allait pas quitter Théo, même en sachant ce qui pourrait arriver.
même en sachant que l'histoire pourrait se terminer de la même manière qu'elle s'était terminée il y a 275 ans. Parce que certaines promesses étaient plus fortes que la peur, plus fortes que la mort. Le 20e jour. Les lettres commencèrent à arriver, anonymes, menaçantes, décrivant exactement où Théo avait été, ce qu'il avait porté, ce qu'il avait mangé, comme si quelqu'un surveillait chacun de leurs mouvements. La police enquêta, remonta à l'origine. Mais toutes les lettres avaient été postées depuis des endroits différents. Café public, bureau de poste éloigné. Impossible de remonter jusqu'à Salazar, bien que tout le monde sache que c'était lui. Léa cessa de dormir. Elle restait éveillée toute la nuit, assise devant la porte de la chambre de Théo, attendant, écoutant, son corps entier en alerte constante. Antoine la supplia de se reposer, lui dit qu'il avait des gardes du corps, qu'il avait des caméras, que Théo était en sécurité. Mais Léa savait quelque chose qu'il ne savait pas, ou qu'il refusait d'accepter. Les gardes du corps n'avaient pas empêché la tragédie en 1750. Ils ne l'empêcheraient pas maintenant. Quand l'heure viendrait, ce serait elle contre le destin. Et cette fois, elle était prête. Cette fois, elle ne se tromperait pas. Et c'est à ce moment que le colis est arrivé, déposé devant la porte, sans expéditeur, à l'intérieur. Il n'y avait qu'une seule chose, une photographie, Théo dormant, dans sa chambre, prise de l'intérieur de la maison, avec un message écrit au dos, « Bientôt ». Antoine sentit le sol se dérober sous ses pieds. Quelqu'un était entré dans le château. Quelqu'un était allé dans la chambre de Théo, malgré toute la sécurité, malgré toutes les alarmes. Quelqu'un s'était approché de son fils et il ne s'en était même pas rendu compte. Il appela la police immédiatement. Ils firent une fouille complète, vérifièrent chaque pièce, chaque fenêtre, chaque porte, et ils trouvèrent un ancien passage qui reliait la cave du château à un tunnel souterrain, construit des décennies auparavant par l'architecte d'origine. Oublié, non cartographié, et récemment ouvert, Salazar avait fait ses devoirs. Il avait fait des recherches, il avait planifié, et maintenant, il avait un accès direct. Il pourrait entrer à n'importe quel moment. Il pourrait prendre Théo à n'importe quel moment. Et personne ne pourrait l'en empêcher. La police scella le tunnel, plaqua des officiers en faction. Mais Antoine savait, là où il y avait un chemin secret, il pourrait y en avoir d'autres. Le château avait 200 ans. Qui savait combien de passages cachés existaient? Combien de façons d'entrer sans être détectés? Il prit la décision la plus difficile de sa vie. Ils allaient de partir. Quitter le château. Aller dans un endroit sûr. Hôtel de sécurité maximale. Garde du corps armé 24 heures sur 24. Jusqu'à ce que Salazar soit capturé. Jusqu'à ce que le danger soit passé. Mais quand il dit ça à Léa, elle secoua la tête. Inutile de fuir. Il la trouvera. Il trouve toujours. C'est ainsi que le destin fonctionne. On ne peut pas lui échapper. On ne peut que l'affronter. Antoine voulait crier. Il voulait la secouer. Il voulait lui faire comprendre que ce n'était pas obligé d'être ainsi, qu'il pouvait changer le futur, qu'il pouvait protéger Théo sans sacrifice. Mais quand il regarda dans ses yeux, il vit. Elle avait déjà décidé. Elle avait déjà accepté. Si l'heure venait, si elle devait choisir, elle ferait ce que Catherine n'avait pas réussi à faire. Elle protégerait l'enfant, peu importe le prix. Et c'est à ce moment que le message est arrivé. Un SMS anonyme. Sur le téléphone d'Antoine, 8 mots qui firent glacer son sang. Demain, terrain de jeu, midi. Viens seul ou il meurt. Antoine ne pensa pas, n'hésita pas. Il appela la police immédiatement. Ils montèrent une opération complète. Tireurs d'élite, agents en civil, suivi du signal. Tout ce qu'ils pouvaient mobiliser. Ils allaient attraper Salazar en flagrant délit. Ils allaient en finir une bonne fois pour toutes. Mais quand il raconta ça à Léa, elle devint pâle. Ses yeux se remplirent de larmes et elle murmura quelque chose qui fit arrêter son cœur. C'est exactement comme dans le rêve. La police était là cette fois-là aussi.
les soldats du roi. Ils ont essayé de protéger, mais ce n'était pas suffisant. Ce n'est jamais suffisant. Antoine serra ses épaules, la regarda dans les yeux, et pour la première fois, lui aussi douta. Et si c'était vrai? Et si le destin était plus fort que le libre arbitre? Et si peu importait le nombre de policiers, le nombre de gardes du corps, le nombre de plans qu'ils élaboraient? La fin était toujours la même. Cette nuit-là, aucun des deux ne dormit. Antoine resta dans la chambre de Théo, à regarder son fils dormir, mémorisant chaque détail, comme si c'était la dernière fois. Léa resta à la porte, en garde, prête, attendant, comme si elle pouvait sentir l'horloge du destin compter les dernières minutes. À 4 heures du matin, Théo se réveilla, regarda Léa, et dit quelque chose qu'aucun enfant de 6 ans ne devrait savoir. « Tu vas rester, n'est-ce pas? Même si ça fait mal, même si c'est difficile, tu as promis. » Léa s'agenouilla à côté de son lit, prit sa petite main et fit la promesse à nouveau, cette fois à voix haute, cette fois consciente. « Je vais rester, toujours, dans chaque vie, peu importe ce qui arrive. » Quand le soleil se leva, Antoine tenta une dernière fois. « Annulons, n'allons pas au terrain de jeu, restons ici, enfermons-nous, en sécurité, jusqu'à ce que la police attrape Salazar. » Mais tous savaient, Salazar n'allait pas abandonner. Si ce n'était pas demain, ce serait après. Si ce n'était pas au terrain de jeu, ce serait ailleurs. L'affrontement était inévitable. Mieux vaut que ça arrive en terrain préparé. Avec la police prête, avec une chance de contrôle, à 11 heures du matin, ils sortirent, Théo au milieu, Antoine d'un côté, Léa de l'autre, entourée par des gardes du corps discrets, des policiers en civil à chaque coin de rue, des tireurs sur les toits, tout préparé, tout planifié. Le terrain de jeu était vide. Salazar avait envoyé des avertissements aux parents du quartier. Il avait inventé une histoire de maintenance. Personne n'est venu. Il n'y avait qu'eux, et les hommes cachés dans l'ombre, attendant. Midi arriva. Rien ne se passa. 12h05. Silence. Antoine commença à penser que c'était peut-être un piège, que Salazar ne viendrait pas, que c'était juste une autre forme de torture psychologique. Et alors Théo pointa du doigt. « Regarde, l'homme. » De l'autre côté du terrain de jeu, sortant des arbres, Rodrigo Salazar apparut, seul, les mains dans les poches, souriant, comme si c'était juste une rencontre fortuite, comme s'il ne savait pas qu'il était encerclé par une douzaine d'armes pointées sur lui. Antoine fit un pas en avant, protégeant Théo avec son corps, prêt à crier, à courir, à faire n'importe quoi. Mais Salazar leva les mains. « Calme-toi, mon ami, je suis juste venu discuter. » La police s'approcha, encerclant, ordonnant de s'agenouiller, de mettre les mains sur la tête. Salazar obéit, souriant tout le temps, comme s'il savait quelque chose qu'ils ignoraient, comme si c'était exactement ce qu'il voulait. Et c'est à ce moment que Léa sentit un frisson, une certitude. Ça ne va pas. Salazar n'était pas le danger, c'était la distraction. Elle se retourna exactement au moment où elle vit. Une voiture accélérant droit sur le terrain de jeu, vitres teintées, vitesse impossible, et la porte latérale s'ouvrant alors qu'elle s'approchait. 2 silhouettes masquées, des armes, visant directement Théo. Certaines personnes vont faire une pause ici pour assimiler ce qui s'est passé ensuite. Si vous avez des frissons, si votre âme reconnaît ce moment, laissez un don, pour que cette histoire atteigne ceux qui ont besoin de la voir. Léa ne pensa pas, ne calcula pas, n'hésita pas. Elle fit ce pourquoi elle était née, ce qu'elle avait promis il y a 275 ans, ce que son âme savait avant même que son esprit ne décide. Ses pieds bougèrent avant que son cerveau ne donne l'ordre. Ses bras s'étendirent avant que la peur ne puisse la paralyser. Et dans cette seconde éternelle, dans ce moment suspendu entre les respirations, Léa Dubois fit ce que Catherine Beaumont avait juré de faire en 1750. Elle courut plus vite qu'elle n'avait jamais couru comme si chaque pas avait été répété en rêve pendant des années.
attrapa Théo avec une force qu'elle ne savait pas avoir, tourna son corps avec une précision que personne ne lui avait enseignée, et se plaça entre l'enfant et les armes, exactement comme Jacques l'avait fait pour elle il y a si longtemps. Mais cette fois, les rôles étaient inversés. Cette fois, c'était elle qui protégeait, elle qui donnait tout. C'était elle qui accomplissait la promesse qu'elle avait portée à travers les siècles, sans le savoir. Le temps ralentit. Antoine vit tout se dérouler, comme au ralenti. Il vit Léa saisir Théo. Il vit la voiture s'approcher. Il vit les armes pointer. Il revit exactement la même scène qu'il avait vue en cauchemar, pendant des mois, pendant des années, pendant une vie entière. Non, le mot, sorti de sa gorge, comme un cri animal, comme si on lui arrachait un morceau de l'âme. Pas encore, s'il vous plaît, pas encore. Et alors, quelque chose d'impossible se produisit. Au moment où Léa toucha Théo, au moment où elle tourna son corps pour le protéger, ils virent, tous les deux, ce n'était pas une vision, ce n'était pas un souvenir, c'était comme si le temps se déchirait, comme si deux réalités se superposaient, présent et passé, 2025 et 1750, terrain de jeu et château Beaumont. Léa vit tout, vit Catherine, tenant l'enfant, vit les révolutionnaires, envahir le château, vit Jacques, se jeter devant, vit le tir, vit le sang, vit l'homme qu'elle aimait, tomber, vit le moment exact où il mourut, en la regardant, la protégeant, jusqu'au dernier souffle. Et Théo vit aussi, parce qu'il était là, il était cet enfant. Il avait vu Jacques mourir, il avait senti Catherine pleurer. Sur son corps, il avait porté cette douleur, ça à travers 275 ans, sans savoir pourquoi. Et Antoine aussi vit, il se vit, lui-même, mais pas comme il était maintenant, comme Jacques, soldat, gardien, protecteur. Il vit le moment de la mort, sentit la balle entrer, sentit son corps le lâcher, et il sentit la seule chose qui importait à ce moment-là, la certitude que l'enfant était sain et sauf, que Catherine était sauve, qu'il avait accompli son destin. Les coups de feu éclatèrent, le son résonna sur le terrain de jeu vide, comme le tonnerre, comme un jugement final, comme le destin qui s'accomplissait. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, Antoine ne resta pas immobile, n'assista pas, impuissant, ne cria pas, sans rien faire, comme il l'avait fait en 1750, quand il était Jacques, quand il avait vu Catherine et l'enfant en danger et n'avait pas réussi à arriver à temps. Cette fois, au lieu de simplement regarder, de simplement crier, de simplement souffrir, il fit ce qu'il aurait dû faire, il y a 275 ans, ce que son âme avait imploré de faire, ce qu'il avait porté comme regret à travers ses vies. Il courut, plus vite qu'il n'avait jamais couru. Ses poumons brûlèrent, ses muscles crièrent, mais rien de tout cela. Un importait, une seule chose, importait, arriver, à temps, cette fois, finalement. Et il se jeta de tout le poids de son corps, de toute la force de 2 vies de regret. Il se jeta devant Léa, il se jeta devant son fils, protégeant les deux avec son propre corps, faisant ce que Jacques n'avait pas réussi à faire, changeant ce qui semblait immuable. L'impact fut comme être heurté par un train. Antoine sentit le poids,
le frapper, sentit l'air quitter ses poumons. Il tomba, avec Léa et Théo, en dessous de lui. Il entendit d'autres tirs, des cris, des sirènes, mais tout était distant, comme s'il était sous l'eau. Il baissa les yeux. Léa était vivante. Théo était vivant. Les deux, le regardant, avec des yeux grands ouverts. Choc, parce que pour la première fois, l'histoire avait changé. Pour la première fois, ce n'était pas Léa qui s'était sacrifiée. C'était Antoine. Et alors, il sentit la douleur chaude se répandant dans sa poitrine. Il baissa les yeux et vit du sang, beaucoup de sang. Il avait reçu une balle, peut-être deux. Il n'arrivait pas à en être sûr. Tout devenait confus. Nébulos, Léa cria, un cri qui déchira le ciel, un cri qui venait de deux vies, de deux pertes. Non, non, non. Antoine, non. Reste avec moi, s'il te plaît. Pas cette fois, pas toi. Antoine essaya de sourire, essaya de dire que tout allait bien, qu'il avait enfin réussi, qu'il avait enfin protégé ceux qu'il aimait le plus. Mais les mots ne sortaient pas seulement. Du sang autour d'eux, le chaos. La police avait abattu. Les tireurs avaient arrêté Laoki. Salazar avait appelé une ambulance. Mais tout se déroulait trop lentement, comme si l'univers savait que ce moment devait durer, devait être témoigné. Théo toucha le visage d'Antoine, des larmes coulant, et il murmura avec la voix d'un enfant, mais la sagesse d'une âme ancienne. Merci, ma, de me protéger. Encore, toujours. Antoine sentit les larmes, pas de douleur, de soulagement, de paix. Il avait changé le destin. Il avait brisé le cycle. Léa n'était pas morte. Théo était sauf. Et lui, qui avait porté la culpabilité de n'avoir pas réussi à protéger en 1750, avait enfin eu la chance de faire différemment. Léa prit son visage entre ses mains, le força à la regarder et, d'une voix brisée, désespérée, elle fit la seule chose qu'elle savait faire, promettre: je te retrouverai. Tu m'entends? Dans chaque vie, toujours, peu importe combien de temps ça prendra, je te trouverai. Et cette fois, nous serons ensemble, sans guerre, sans danger, sans adieu. Antoine voulait croire, voulait dire que oui, qu'ils allaient se retrouver, qu'ils allaient avoir la chance qu'ils n'avaient pas eue en 1750, qu'ils n'avaient pas maintenant. Mais tout s'assombrissait, le son s'éloignait, la douleur disparaissait. Et il savait qu'il s'en allait, savait qu'il n'allait pas voir la fin de cette histoire. Mais, alors qu'il fermait les yeux, alors qu'il sentait le monde s'échapper, il savait aussi autre chose, que ça en avait valu la peine. Chaque seconde, chaque vie, chaque sacrifice, parce que leur amour avait traversé les siècles et allait continuer à les traverser jusqu'à ce que, finalement, dans une vie future, ils puissent être ensemble. Vraiment, la dernière chose qu'Antoine vit fut le visage de Léa. La dernière chose qu'il sentit fut la main de Théo dans la sienne. Et la dernière chose à laquelle il pensa fut à la prochaine vie, Rana mon amour. Et alors, tout devint noir. Les ambulanciers arrivèrent en 3 minutes. Mais pour Léa,
Cela parut. 3 éternités. Elle fit. Pression. Sur la blessure. Cria. À Antoine. De ne pas. Fermer les yeux. Implora-le. De rester. Mais le sang ne s'arrêtait pas. Et son pouls faiblissait. Et elle savait, avec le même instinct, qui avait sauvé Théo car qu'elle était en train de le perdre. Si vous n'avez pas eu la chair de poule, maintenant, je ne sais pas ce qui pourra vous en donner. Commentez. Chair de poule. Si cette histoire a touché votre âme. Ils placèrent Antoine sur la civière, courant, criant, des termes médicaux que Léa ne comprenait pas. Elle essaya de monter dans l'ambulance, mais ils ne la laissèrent pas faire. Seulement, la famille, directe, elle, n'était rien, officiellement, seulement, la nounou, seulement, une employée. Mais Théo lui prit la main et regarda le paramédical avec une autorité qui n'appartenait pas à un enfant de 6 ans. Elle est de la famille. Elle l'a toujours été. Laissez-la monter. Et, peut-être, était-ce le ton, peut-être, la situation, peut-être, le destin, donnant, enfin, une chance. Mais ils la laissèrent faire. Léa monta dans l'ambulance, prit la main d'Antoine et murmura pendant tout le trajet: reste avec moi, s'il te plaît. Change le destin, c'est encore une fois. Survie, s'il te plaît. À l'hôpital, ce furent des heures, chirurgie, d'urgence, 2 balles, extraites, dommages, massifs, perte de sang, critique. Les médecins ne donnaient aucune garantie. Ils disaient que les prochaines 24 heures allaient décider qu'il pourrait ne pas se réveiller. Même s'il se réveillait, il pourrait avoir des séquelles permanentes. Léa ne quitta pas la salle d'attente. Elle ne mangea pas, elle ne dormit pas. Elle attendit, simplement. Théo dormait sur ses genoux, épuisé, traumatisé, mais vivant, sauvé, grâce à l'homme qui se battait pour sa vie à quelques mètres de là. C'est à la 3e heure que quelque chose d'étrange se produisit. Léa s'endormit quelques minutes et rêva. Mais ce n'était pas un cauchemar. C'était différent. Elle vit Antoine, pas comme il était maintenant, comme Jacques, dans un lieu qui n'était ni 1750, ni 2025. C'était quelque chose entre les deux, un espace liminaire, et il la regardait, souriant et disant sans mots: « Pas encore, nous avons encore du temps. » Elle se réveilla quand le médecin l'appela. « Madame Dubois, il s'est réveillé. Il demande à vous voir. » Léa courut, faillit renverser l'infirmière, entra dans la chambre et vit. Antoine était pâle, faible, connecté à une 12aine de machines, mais ses yeux étaient ouverts. Et quand il la vit, il sourit. Un sourire fatigué, douloureux, mais réel. « J'ai changé le destin. » La voix sortit rauque, faible, mais pleine de satisfaction. « Cette fois, j'ai protégé. Cette fois, c'est moi. » Léa lui prit la main, les larmes coulant sans contrôle. « Idiot, tu as failli mourir, tu as failli me quitter de nouveau. Tu as failli me faire vivre sans toi pendant 200 ans. » Antoine serra sa main, avec une force surprenante pour quelqu'un qui avait failli mourir. « Mais je ne suis pas mort, et je ne vais pas mourir. Pas cette fois. Nous avons une promesse à tenir. Tu te souviens, être ensemble, sans guerre, sans adieu. » Et c'est alors que Léa comprit, pour la première fois en 275 ans, ils avaient réellement changé le destin. Pas seulement l'avoir retardé, pas seulement avoir échangé qui se sacrifiait, mais changé vraiment. Parce que cette fois, les deux avaient survécu. Cette fois, ils allaient avoir la chance qu'ils n'avaient jamais eue, la chance d'être ensemble, vraiment, dans cette vie. Théo entra dans la chambre, en courant, et sauta sur le lit avec précaution, serra Antoine dans ses bras. Et les 3 restèrent là, unis, famille d'âme, enfin complète, enfin sauvée, enfin libérée du poids d'une tragédie vieille de 200 ans. Les semaines suivantes
furent consacrés à la convalescence. Antoine passa 10 jours à l'hôpital, 2 opérations supplémentaires, de la physiothérapie, une douleur constante. Mais il était vivant, et pour la première fois depuis que tout avait commencé, il croyait vraiment qu'il allait bien. Léa ne quitta pas son chevet, officiellement. Elle n'était encore que la nounou, mais tout le monde à l'hôpital connaissait la vérité, la façon dont elle le regardait, la façon dont il lui tenait la main, la façon dont Théo les appelait tous les deux. Il n'y avait aucun doute. Ils étaient une famille, peut-être pas sur le papier, mais dans toutes les formes qui comptaient. Le 10e jour, la police vint faire son rapport final. Rodrigo Salazar avait tout avoué. Le plan d'enlèvement, la vengeance contre Antoine pour l'avoir dénoncé, les hommes de main engagés. Tout. Il allait passer des décennies en prison. Le danger était écarté. Mais quand les policiers partirent, Antoine regarda Léa, et tous deux savaient. Le danger n'avait jamais vraiment été Salazar. C'était le destin. C'était le karma non résolu. C'était l'histoire qui essayait de se répéter. Et ils avaient réussi à la changer. Pas complètement de la façon dont ils l'imaginaient, mais ils avaient changé. Et c'était ce qui comptait. Le 15e jour, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un chercheur en histoire française prit contact, le professeur Claude Moreau, spécialiste des familles nobles du XVIIIe siècle. Il avait lu l'affaire dans les journaux, pas seulement la première page que tout le monde avait vue, mais les détails, les noms, les circonstances impossibles, l'attaque, la nounou héroïque, l'homme d'affaires qui s'était sacrifié. Et quelque chose avait attiré son attention, quelque chose qui ne devrait pas être possible. Le nom de famille Lambert avait des connexions historiques avec la France, des connexions qu'il avait passé des décennies à étudier. Il avait enquêté, avait fouillé dans des archives que personne n'avait consultées depuis des siècles, et avait trouvé quelque chose d'impossible, quelque chose qui changeait tout. Quand le chercheur arriva à l'hôpital, il apportait un dossier rempli de documents. Antoine et Léa regardèrent sans y croire. C'étaient des registres de 1750, du château Beaumont. Et ils étaient là, tous les noms. Lady Catherine Beaumont, le soldat Jacques Mercier, et l'enfant, Théo Beaumont. Mais ce n'était pas tout. Il y avait un détail que personne ne savait, qu'aucun registre ne mentionnait. Jacques Mercier n'était pas seulement un soldat engagé. Il était le fils bâtard d'un noble, et ce noble portait le nom de famille Lambert, une lignée familiale qu'Antoine n'avait jamais complètement retracée, mais qui était documentée là, noir sur blanc. Antoine était un descendant direct de Jacques. Ce n'était pas seulement de la réincarnation, c'était une lignée de sang aussi. Comme si l'univers avait tissé l'histoire de multiples façons, comme s'il voulait garantir qu'ils se rencontrent, dans cette vie et dans toutes les autres. Et il y avait plus. Le chercheur avait retrouvé le portrait original. Pas une copie, le portrait réel, peint en 1750, et il l'avait apporté, quand il le déballa. Léa couvrit sa bouche avec ses mains. Antoine arrêta de respirer, et Théo regarda juste et dit « C'est nous ». Et il l'était, pas ressemblant. Ça a été EX, Catherine avec le visage de Léa, Jacques avec les yeux d'Antoine, et l'enfant sur ses genoux était Théo. Chaque détail, chaque expression, comme si le peintre de 1750 avait regardé à travers le temps et capturé non pas l'apparence de ce moment, mais l'essence qui allait se répéter 275 ans plus tard. Cette histoire ne devrait pas exister, mais elle doit être racontée. Si vous avez senti que c'est réel, si votre âme a reconnu quelque chose ici, laissez un don final. Certaines histoires doivent atteindre les bonnes personnes. Au dos du portrait, il y avait une inscription, usée, presque invisible, mais encore lisible, en vieux français. Le chercheur traduisit avec une voix émue. Dans chaque vie, nous nous retrouverons. Dans chaque temps, nous nous protégerons, jusqu'à ce que nous puissions enfin être ensemble sans adieu. Catherine et Jacques, 1750. La promesse était là. Elle l'avait toujours été, écrite, documentée, réelle. Ce n'était pas de l'imagination, ce n'était pas de la folie, c'était de l'amour traversant les siècles.
C'était le destin qui s'accomplissait. C'étaient 3 âmes retrouvant le chemin l'une vers l'autre, peu importe le nombre de vies que cela prendrait. Quand Antoine sortit de l'hôpital 3 semaines plus tard, il ne retourna pas immédiatement au château. Il demanda à Léa de conduire jusqu'à un endroit précis, le cimetière où sa femme était enterrée. Elle était confuse, inquiète, mais elle y alla. Antoine se tint debout devant la tombe, Léa à ses côtés, Théo tenant la main de tous les deux, et il fit enfin ce qu'il devait faire. Il fit ses adieux, vraiment, pas avec culpabilité, pas avec douleur, mais avec gratitude. Sa femme lui avait donné Théo, lui avait donné des années de bonheur. Et quand elle était partie, elle avait ouvert la voie à Léa, comme si cela faisait aussi partie du plan, comme si même cela était le destin qui s'organisait. « Merci », il murmura à la pierre tombale, « pour Théo, pour m'avoir préparé à la reconnaître quand elle arriverait, pour avoir laissé partir. » Et alors, il se tourna vers Léa, lui prit les mains, et devant la tombe de celle qu'il avait aimée, Théo posa une question qui venait de 2 vies. M'épouser. Non pas comme nounou, non pas comme employé, mais comme compagne, comme famille, comme la personne que mon âme recherche depuis 275 ans. Léa pleura, rit, et dit le seul mot qui avait un sens. Oui, dans chaque vie. Toujours oui. Théo sauta de joie, cria, et pour la première fois depuis la mort de sa mère, le petit Antoine, 6 ans, sembla vraiment heureux. Parce que maintenant, il avait tout. Il avait son père. Il avait la femme que son âme reconnaissait comme protectrice depuis avant sa naissance. Il avait une famille complète. Enfin, 6 mois plus tard, il y eut un mariage. Petit. Intime. Seulement les proches. Mais il y avait un détail spécial. Le portrait de 1750 était là, accroché derrière l'autel. Catherine et Jacques observant leurs descendants, leurs propres âmes réincarnées, témoignant du moment qui avait mis presque 3 siècles à arriver. Quand Antoine et Léa échangèrent leurs vœux, ce ne furent pas des paroles conventionnelles, ce furent les mots de la promesse de 1750. Dans chaque vie, nous nous retrouverons, à chaque époque, nous nous protégerons. Et maintenant, enfin, nous serons ensemble, sans adieu. Et quand ils s'embrassèrent, Antoine jura après qu'il avait vu, pendant 1 seconde, seulement 1 seconde, le portrait brilla, comme si Catherine et Jacques avaient enfin trouvé le repos, comme si la mission avait été accomplie, comme si 2 âmes qui avaient subi une séparation violente en 1750 avaient finalement trouvé la paix en 2025. 1 an plus tard, la vie s'était normalisée. Théo retourna au travail, mais changé, moins obsédé, plus présent. Léa n'était plus nounou, elle était épouse, mère, compagne. Antoine s'épanouissait. La thérapie avait aidé à surmonter le trauma. Et avoir ses 2 parents présents avait guéri ce qu'aucun médicament n'aurait pu. Mais il y avait un dernier détail, une dernière pièce du puzzle. Pour le 1er anniversaire de l'agression, ils retournèrent au square, pas pour souffrir, mais pour se souvenir, pour honorer, pour reconnaître que cet endroit, ce moment terrible, avait aussi été le moment où ils avaient changé le destin, et ils trouvèrent quelque chose, une plaque, posée par la mairie, en hommage à l'acte de courage. Mais ce qui attira l'attention, ce n'était pas la plaque, c'était ce qui était planté à côté, un arbre, jeune, fort, avec une petite étiquette, chêne français, transplanté du sol original de la région de Beaumont, donne anonyme. Personne ne savait qui l'avait planté, personne ne savait qui l'avait donné. Mais Théo et Léa comprirent. C'était la connexion finale. C'était le passé et le présent unis. C'était la France de 1750 poussant sur le sol de 2025. C'était un symbole que certaines racines étaient si profondes qu'elles traversaient les océans et les siècles. Léa toucha l'arbre et sentit la paix. Pour la première fois depuis que tout avait commencé, elle n'avait plus de rêve avec 1750. Elle n'avait plus de cauchemar avec la mort.
Elle avait seulement le présent. Elle avait seulement une famille. Elle avait seulement l'amour. Le type d'amour que la plupart des gens cherchent toute leur vie, mais qu'elle avait cherché à travers des vies. Théo lui prit la main, la regarda dans les yeux et murmura « Ça en valait la peine, chaque vie, chaque douleur, chaque séparation, parce que finalement, nous sommes ici, ensemble, vraiment. » Et Léa répondit avec les mots que Catherine avait promis il y a 275 ans. « Et nous allons continuer ensemble, dans cette vie et dans toutes les prochaines, parce que certaines connexions ne se terminent pas, elles se transforment seulement. » Antoine jouait quelques mètres plus loin, riant, libre, sans peur, sans trauma, juste un enfant normal, qui avait par hasard deux âmes extraordinaires qui veillaient sur lui, qui se souvenaient par hasard, quelque part au fond de lui, d'avoir été protégé avant, d'avoir été aimé à travers le temps. Et quand le soleil commença à se coucher, les trois rentrèrent chez eux, pas au château ancien avec ses secrets et ses tunnels, mais à une maison neuve qu'ils avaient choisie ensemble, qui n'avait pas de fantômes, qui n'avait pas de passé, seulement un avenir. Mais avant de quitter le square, Théo regarda en arrière, et pendant un moment, seulement un moment, il jura avoir vu deux silhouettes, en costume d'époque, debout à côté du chêne français, un soldat et une dame, le regardant, souriant, et puis disparaissant, comme de la fumée, comme un souvenir, comme une promesse enfin accomplie. Avez-vous déjà senti que vous connaissiez quelqu'un avant même de le rencontrer? Avez-vous déjà eu une connexion que vous ne pouvez pas expliquer? Racontez votre histoire ici. Parce que si vous êtes arrivé jusqu'à ce point, si cette histoire vous a touché, peut-être que votre âme aussi recherche quelqu'un à travers le temps. Peut-être que votre promesse aussi attend d'être accomplie. Et pour finir, la vérité que peu comprennent. L'amour véritable n'a pas de date de péremption, ne meurt pas avec le corps, ne disparaît pas avec le temps. Certaines personnes, vous les rencontrez, d'autres, vous les reconnaissez. Et quand vous reconnaissez, quand votre âme sait avant que votre esprit comprenne, c'est alors que vous réalisez. Certaines histoires ont commencé bien avant votre naissance et vont continuer bien après votre départ. Théo, Léa et Antoine sont la preuve de cela. Trois âmes qui ont refusé d'abandonner l'une l'autre, qui ont traversé les siècles, qui ont changé le destin, qui ont prouvé que l'amour est plus fort que la mort, plus fort que le temps, plus fort que tout ce que l'univers peut jeter sur le chemin. Et si vous vous demandez si tout cela est réel, si la réincarnation existe, si les âmes sœurs sont possibles, la réponse est simple. Peu importe. Ce qui compte, c'est la connexion que vous ressentez, les personnes que votre âme reconnaît, les moments qui semblent s'être déjà produits, parce que réels ou non, ces choses façonnent qui nous sommes, définissent nos choix, créent notre histoire. L'histoire de Théo et Léa ne se termine pas ici. Elle va continuer, à travers Antoine, à travers les enfants qu'ils auront encore, à travers chaque personne qui écoutera cette histoire et reconnaîtra quelque chose en elle-même. Parce que certaines histoires ne sont pas seulement pour ceux qui les ont vécues, elles sont pour ceux qui ont besoin de croire, pour ceux qui ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls, pour ceux qui cherchent la même chose que Catherine a cherché, que Jacques a cherché, que nous cherchons tous, quelqu'un que notre âme reconnaisse, quelqu'un qui était là avant, quelqu'un qui sera là après, quelqu'un que, peu importe combien de vies passent, nous retrouverons toujours, et quand vous trouverez cette personne, vous le saurez. Ce ne sera pas logique, cela n'aura pas de sens, mais votre âme reconnaîtra, et à ce moment-là, vous comprendrez tout. Vous comprendrez Théo et Léa, vous comprendrez Catherine et Jacques, vous comprendrez que certaines promesses sont plus grandes qu'une vie, et que certaines histoires mettent des siècles à être racontées. C'était leur histoire. Mais peut-être que c'est aussi un peu la vôtre, parce que si vous avez ressenti quelque chose en écoutant, si quelque chose à l'intérieur de vous a bougé, si pendant un moment vous avez cru, alors peut-être que vous aussi, vous cherchez, et peut-être, juste peut-être,
que celui que vous cherchez vous cherche aussi, à travers le temps, à travers les vies, à travers toute la distance que l'univers peut créer, et quand vous vous retrouverez, vous le saurez, instinctivement. Parce que les âmes qui s'aiment véritablement n'oublient jamais. Elles attendent simplement, jusqu'à ce que le temps soit propice, jusqu'à ce que la vie soit juste, jusqu'à ce que, finalement, 200 ou 1000 ans plus tard, elles puissent être ensemble, vraiment, sans guerre, sans danger, sans adieu déchirant, à la prochaine vie. Ou peut-être, si nous sommes vraiment chanceux, encore dans celle-ci.